Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Bonsoir la cryptosphère et on débute comme d'hab avec notre Fear and Greed Index côté crypto qui se trouve à 55, toujours dans la zone de grid. Du côté des marchés US, on est de retour dans l'extrême grid, à la limite à 75. Bon, je ne pouvais pas passer à côté de ce petit message aujourd'hui. Joyeux anniversaire à NoFomo. Une bougie de plus soufflée dans cet écosystème. Je vais me permettre de parler au nom de toute la communauté. On te souhaite plein de réussite pour cette nouvelle année. Et si vous voulez lui faire un petit cadeau, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'il a démarré une chaîne YouTube spéciale Zap Crypto Short pour faire connaître la chaîne principale au plus grand nombre. Alors n'hésitez pas également à aller lui donner de la force. Je vous mets le lien de la chaîne en haut à droite. Un dernier petit message pour les plus anciens, vous avez dû vous rendre compte qu'il y a plein de nouveaux intervenants. N'hésitez pas évidemment à mettre en commentaire les youtubeurs que vous souhaiteriez voir dans le Zap Crypto. Et pour leur donner également de la force à eux aussi, n'oubliez pas d'aller sur leur chaîne et de vous abonner si leur contenu vous plaît. Vous pouvez enfin vous installer confortablement. Votre Zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. L'ex-CEO de Google, Eric Schmidt, qui dit que le Bitcoin est un achèvement cryptographique remarquable. Ouais, il adore les Bitcoins, donc ça fait une belle pub, on est content. Binance a suspendu les transferts en dollars aux US. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous en ai déjà parlé il y a 2 semaines, hein, mais c'est quand même pas rien. Ça veut dire qu'il est plus possible de faire des transferts dollars depuis Binance. Il y en a pas mal qui se sont alarmés de ça. Ça vient du fait, alors en très grande partie, des difficultés de la banque de Binance, essentiellement, hein, aux US, donc Silvergate Capital, qui est dans une position extrêmement difficile depuis l'année dernière, hein, depuis Q4 2022. Ils ont littéralement perdu 1 milliard. En fait, ils ont vraiment fait l'objet d'un bank run. Ils ont perdu 1 milliard durant le dernier trimestre de l'année dernière. C'est quand même vraiment pas rien. On a aussi Signature Bank qui est en difficulté. Alors, ils sont en difficulté, leur action a chuté. Ils ont effectivement, ils font l'objet d'un bank run. Ils ont aussi des class actions contre eux, notamment Silvergate, parce que il y en a beaucoup qui leur reprochent de la complicité avec FTX, notamment pour avoir fait circuler des fonds entre FTX et Alameda sans avoir jamais l'avoir mentionné aux autorités, alors qu'ils auraient dû le faire. Donc ça, ils sont potentiellement en difficulté là-dessus. Vous savez que ces banques-là, ils ont 2 réseaux internes. Il y en a un qui s'appelle SEN et l'autre qui s'appelle Signé. Donc SEN, c'est le Silvergate Exchange Network. Concrètement, ce que ça permet, c'est de faire des paiements instantanés entre les différentes bourses d'échange et surtout nuit et jour. Donc vous savez, hein, le marché crypto, c'est un marché qui est H24 et donc voilà, là ils pouvaient en fait ça. Ce que dit d'ailleurs Sam Bankman-Fried, c'est qu'il y a eu un avant et un après Silvergate Exchange SEN parce que voilà, finalement les réseaux, ça leur permettait en fait de fonctionner en permanence, quoi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais donc maintenant ils sont accusés de ça, en fait, d'avoir facilité les fraudes perpétrées par Sam Bankman-Fried et on a le même problème en fait avec Signature et Signature Bank qui proposait également donc un réseau interne de paiement instantané qui s'appelait Signé. Et donc Silvergate a annoncé la semaine dernière qu'il refusait il s'éloigne de Binance en disant voilà, maintenant il n'y aura pas de transfert de moins de 100 000 balles et donc voilà, il y a énormément de personnes qui sont exclues de ces transferts en dollars et ça pose problème. Alors petite précision, ça concerne pas les transferts en euros. Donc vous, si vous êtes sur Binance, si vous avez un compte en Europe, il n'y a pas de raison que vous soyez impacté pour le moment. Vous n'allez pas, vos transferts en euros devraient continuer à être assurés. Alors que le début d'année semblait plutôt calme en termes de hack dans la finance décentralisée, eh bien on a connu la semaine dernière une attaque à 120 millions de dollars pour le protocole BondDAO, un protocole qui repose sur la blockchain Polygon. Alors concrètement, c'est ce qu'on appelle une attaque de type oracle, c'est-à-dire que, très simplement, bien entendu, le hacker a modifié le prix d'un token pour faire croire au protocole qui détenait une quantité astronomique de dollars, et puis il a pu, comme ça, siphonner tous les fonds qui étaient contenus dans ce protocole. On va passer directement à la news qui fait grincer des dents. Moi, elle m'a fait grincer des dents. J'ai pas trop aimé, je vais peut-être froisser certaines personnes en donnant mon avis. Bon, écoute, on est là pour ça aussi, hein. Sanctions anti-russes, le trésor US blacklist des adresses Bitcoin et Ethereum. On le sait, c'est l'OFAC. Donc l'OFAC, c'est l'Office of Foreign Asset Control. C'est un organisme américain qui décide
vous êtes le mal, là. Vous êtes le bien, vous êtes le mal. Et tout ce qui est le mal, malheureusement, c'est blacklisté. On ne peut pas interagir avec ces adresses. Il y a 2 adresses. Elles ont été identifiées à une personne de nationalité russe et donc il s'avère qu'ils veulent geler ses avoirs. Mais comment tu fais pour geler du Bitcoin ou de l'Ethereum? Alors on sait tous que Ethereum c'est un petit peu plus facile au vu des réseaux de validateurs. Maintenant, pour ce qui est de Bitcoin, c'est déjà plus compliqué. En attendant, ils vont essayer de bloquer tous les mouvements qui passeront par des choses qu'ils contrôlent finalement. Bloquer des adresses, bloquer vraiment du Bitcoin et de l'Ethereum, c'est, entre guillemets, quasi impossible. Si les adresses sont sur des exchanges qui se plient à la volonté de l'OFAC et elles bloquent carrément les wallets, parce que sur un exchange c'est centralisé, l'exchange peut bloquer votre ligne de compte et vous empêcher de retirer l'argent qu'il y a sur votre wallet qui interagit avec ces adresses blacklistées. Mais si c'est un cold wallet ou un wallet perso, elle ne peut rien faire. Bref, le problème qui se pose, c'est que les États-Unis commencent à blacklister pas mal de secteurs, pas mal de pays, pas mal d'entités. Et en fait, quand tu es blacklisté, oui, tu ne peux pas interagir avec des adresses legit, mais tu peux continuer à interagir avec les adresses blacklistées. Oui, c'est-à-dire que ce qu'a blacklisté l'OFAC, tous ces pays-là peuvent interagir entre eux. Maintenant, si tu interagis avec un membre finalement qui sera sous le contrôle de l'OFAC, c'est aussi pour ça que vous avez des pays comme la Russie ou l'Iran ou l'Inde qui développent leur propre réseau pour se passer des sanctions américaines, tout simplement. À fait. Mais le truc, c'est que, tu vois, si les États-Unis continuent à bloquer, à blacklister de plus en plus d'entités, de plus en plus de pays, quelque part, en fait, tu pourras interagir avec beaucoup plus de personnes que des personnes legit. Parce que si tu peux continuer à interagir entre personnes blacklistées et le nombre de personnes blacklistées augmente, à un moment donné, le blacklistage ne servira plus à rien. Et puis au-delà du blacklistage, on sait que le dollar a un monopole pour ce qui est de l'énergie, par exemple. Aujourd'hui, tu as des pays qui ne veulent plus de ce monopole. Donc, ils se tourneront vers les technologies qui leur permettront effectivement de se développer sans avoir la coupe du dollar américain. C'est ça. Moi, en fait, ce qui me saoule un peu dans cette news, c'est toujours la supériorité des Américains qui dictent un peu la marche à suivre, ce qui me fait... Franchement, on est dans un domaine où la décentralisation doit primer, donc où il ne doit pas avoir une entité centrale qui décide pour les autres. Là, pour l'instant, pour moi, l'OFAC, c'est une entité centrale qui est en train de décider pour la majorité. Elle ne doit pas avoir ce pouvoir pour moi. C'est quoi le plus gros complot que tu penses qui est réel? Le plus gros complot qui est réel, donne-moi, je les connais pas trop, moi. Mais moi, je pense que les complots réels, ils sont beaucoup plus dingues que ceux dont on parle, que tout le monde parle. Je pense qu'il y a vraiment des complots, mais que quand il y a des choses vraiment réelles... Par exemple, prends par exemple la plus grande arnaque de l'histoire de l'humanité, dont personne ne parle, Cum-Ex. Je sais pas si tu as entendu parler de cette histoire. 39 milliards détournés. Ok. 39 milliards. Ouais. On sait pas qui c'est. Ok. Même pas le début d'un nom. Comment ça s'appelle? Cum-Ex? Cum-Ex. C'est quoi ils ont fait ça? En fait, quand tu vends des actions en bourse... et que tu n'es pas résident fiscal européen, tiens, tu es dans ce cas, toi, d'ailleurs, à chaque fois que tu fais une plus-value, tu as le droit de demander le remboursement de l'impôt à la source. Je sais pas si tu le fais. Non. Tu devrais. Par exemple, quand tu vends tes actions aux US, il y a 30% qui est gardé aux US, tu dois demander... Mais dans les ETF, ils le payent. Ah oui, dans les ETF, oui, tu fais que les ETF, d'accord. Ouais. Supposons que tu achètes une action Bouygues Télécom en direct. Bouygues Télécom est vendue, il y a 30% de retenue à la source, tu dois les écrire aux impôts pour te faire rembourser 30%. Sauf qu'en fait, eux, ils ont remarqué qu'il était possible de redemander le remboursement infiniment de fois. Wow. Dans plein de bureaux d'impôts différents. Et ils ont fait ça pendant 25 ans. Jusqu'à ce qu'une nana d'un bureau en Allemagne, elle dise prouvez-moi la transaction. Et puis elle a remonté les infos. Elle était à 2 ans de la retraite. Et elle a découvert une arnaque à 39 milliards. Donc personne ne parle. Genre, il y a 2 pauvres articles dans Le Monde.fr. Il y a Bruno Le Maire qui a dit oui, on va changer la loi. C'est quoi ta raison? Moi, laquelle personne n'en parle? Moi, ma théorie, c'est que les mecs qui ont orchestré ça, ils sont dans le système fiscal. Je vois pas comment c'est possible autrement. Mais il y a un truc. Et à mon avis, c'est beaucoup plus dingue que ce qu'on imagine. Et c'est pour ça que tu n'auras pas de TikTok sur Cum-Ex. Non, mais en fait, la capacité à supprimer certaines informations, surtout à l'époque, je pense que c'est de plus en plus dur avec Internet. Mais je pense qu'il y a 20 ans, t'as une information, t'as pas envie qu'elle sorte. Bien sûr. Tellement facile, parce que c'est toi qui contrôles les news, les médias, etc. T'as juste une personne influente, tu connais les relations, on parle pas de ça. Et t'as vu ce qu'ils ont fait avec Twitter
laptop, l'ordinateur de Biden, on n'en parle pas sur Twitter. Bref, on continue avec Goku qui nous dit que la société de paiement Visa souhaite permettre aux clients de convertir leurs actifs numériques en monnaie fiduciaire sur la plateforme. Ils ont dit, nous avons testé comment accepter réellement les paiements de règlement des émetteurs de l'USDC. Et ça, c'est cool qu'ils le fassent avec l'USDC et pas avec l'USDT, parce que l'USDT est un peu complexe. Il y a pas mal de cadavres dans le placard encore. Et du coup, je préfère que ce soit l'USDC. Et c'est intéressant parce que, encore une fois, on a toujours la course entre Visa et Mastercard. Et j'ai vu une autre news là qui est passée, je sais plus ce que c'est exactement, mais Mastercard a annoncé quelque chose au niveau des cryptos. Voilà, c'est cette news là. Nous allons avoir un monde où tout sera tokenisé. Ce qu'a déclaré le CEO de Mastercard qui vient de dépasser les 2 milliards de dollars de transactions tokenisées par mois. C'est énorme. Et il dit, voilà, les entreprises TradFi qui prennent le virage de la blockchain, suivez le mouvement. Et en fait, c'est drôle parce que dès qu'on voit qu'il y a Visa qui dit un truc au niveau des cryptos, on a Mastercard derrière qui essaie de faire pareil. Et inversement, dès que Mastercard annonce quelque chose au niveau des cryptos, Visa essaie d'emboîter le pas en faisant pareil. Et ça a toujours été le cas. Et je m'en souviens à l'époque, alors je sais plus qui c'est qui avait parlé des cryptos en premier, si c'était Mastercard ou Visa, mais dès qu'il y en avait un qui en a parlé, l'autre avait suivi direct après. Et c'est intéressant parce que c'est parfait en fait comme chose, parce que le fait d'avoir deux géants comme ça, qui ont quasi le monopole sur les paiements traditionnels, enfin les paiements bancaires, tout ça, et le fait qu'ils se tirent vers le haut par rapport aux cryptos et qu'ils essayent de toujours faire mieux que l'autre, c'est parfait pour nous parce que du coup ils s'investissent de plus en plus dans ce domaine-là. Ensuite, Toyota, pareil, un peu comme ce qu'on a vu avec Visa. Toyota, vraiment, ça fait partie des grosses entreprises qui investissent énormément. Ça fait partie vraiment des grosses entreprises, avec Samsung d'ailleurs, on va dire en Asie. C'est les deux principales sociétés qui investissent énormément dans plein de projets Web3. Donc ils investissent directement ou indirectement dans plein de projets Web3, que ce soit dans la logistique, que ce soit dans différentes crypto-monnaies projets, dans à peu près une dizaine de crypto-monnaies. Et là, c'est intéressant, c'est que c'est pas qu'ils vont investir dans la crypto-monnaie, c'est qu'ils veulent s'inspirer de ce qu'on appelle les DAO, les organisations décentralisées, pour améliorer et simplifier les moyens de communication à l'intérieur de Toyota. Donc c'est intéressant, c'est pas de l'adoption, mais c'est plutôt, finalement, ça donne des idées, ces DAO, ces organisations décentralisées qui permettent de fluidifier et d'avoir quelque chose de plus démocratique, on va dire, en termes de prise de décision, de complètement décentralisé, contrairement à une organisation comme une entreprise où il y a vraiment une hiérarchie avec une espèce de pyramide, où on a le big boss, des directeurs, sous les directeurs des managers et les employés. Et donc là, ça donne des idées finalement à Toyota qui, à force d'investir dans le monde des crypto-monnaies, va peut-être s'inspirer d'une des pierres angulaires des projets crypto-monnaies que sont les DAO, les organisations décentralisées. Et donc c'est intéressant parce que ça donne des idées et Toyota vraiment confirme, pareil, on est dans l'adoption comme on l'a vu avec Visa, c'est des très bonnes nouvelles. Ces mots ont déjà 140 ans. Ils sont tirés du roman de Jules Verne, L'île mystérieuse, qu'il faut absolument avoir lu au moins une fois dans sa vie, juste pour le plaisir. L'élément dont parle précisément l'ingénieur Smith, le régisseur de l'île, c'est l'hydrogène. C'est le plus répandu dans l'univers et c'est lui qui alimente la Tsar Bomba, la bombe H la plus puissante du monde. Selon d'autres mots, plus contemporains cette fois, ceux de notre ministère de la Transition écologique et solidaire, l'eau est une molécule qui présente un intérêt énergétique majeur, mais qui n'est pas exploitée comme elle devrait l'être. Car oui, l'hydrogène qu'elle contient est très probablement l'énergie du futur. Il dominera le 21e siècle comme le pétrole a dominé le 20e siècle et le charbon celui d'avant. Et c'est une certitude car c'est la seule chance que nous ayons de parvenir aux zéro émissions de gaz à effet de serre en 2050, à l'heure où le pétrole et le gaz font encore tourner 80% de l'économie mondiale. Personne ne dit que la transition sera facile et surtout pas l'Agence internationale de l'énergie dans son rapport Global Hydrogen présenté pendant la COP26 à Glasgow. La part de l'hydrogène doit atteindre 25% du mix énergétique d'ici à 2030 et de nombreux pays sur les 5 continents se sont lancés dans sa fabrication. Mais le mouvement manque d'ambition et l'AIE invite les gouvernements à accélérer la cadence. Car oui, ça a beau être un élément naturel très répandu, l'hydrogène doit d'abord être isolé pour être utilisé et tous les hydrogènes ne se valent pas. Pour parvenir à l'objectif de maintien des températures sous le seuil du 1,5 degré en 2050, il nous faut de l'hydrogène vert, 100% renouvelable et totalement neutre. Comment est-il extrait ? À quoi ça sert ? Peut-il vraiment sauver le monde et faut-il y voir une opportunité d'investissement ?
Quand vous aurez vu ce film, vous serez incollable sur le sujet. Grosso modo, hier, deuxième jour de digestion sur les marchés financiers après le discours de Monsieur Powell. Alors, je vais pas vous refaire ce qui s'est passé mardi, je vais pas vous répéter ce qu'il a dit mardi, mais grosso modo, eh bien, on est inquiet parce que ce qu'il exprime aujourd'hui, c'est que fondamentalement, eh bien, ils savent pas trop comment ils vont faire au niveau des taux. Est-ce que ça va être encore une, deux hausses de 0,25? Est-ce qu'il faudra être plus agressif? Pour l'instant, on a encore le bénéfice du doute, probablement jusqu'au CPI. Déjà, en tous les cas, on sera une étape de plus dans notre réflexion pour voir ce qu'ils vont faire au niveau des taux. Mais pour l'instant, on essaie d'avoir des indices. On est vraiment dans une enquête type Sherlock Holmes. Trouvons des indices et essayons de comprendre ce qu'ils vont faire. Alors, Monsieur Powell a parlé d'une manière un petit peu plus décontractée que d'habitude, moins au quiche. Comprenez, décontracté par moins au quiche. Et puis plus rien. Et donc depuis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ses gars au charbon, puisque finalement, c'est les autres présidents de la Banque centrale qui vont se balader sur les plateaux télé pour expliquer ce qu'eux ils en pensent, et grosso modo ils vont un petit peu dans la direction de monsieur Powell. Il y en aura d'autres qui vont continuer à parler encore cette semaine, donc on n'a pas fini d'interpréter les explications des uns et des autres. Grosso modo, ils sont tous en train de nous dire que s'il faut, eh bien ils continueront à serrer la ceinture. C'est pas ce que le marché a envie d'entendre, et c'est un petit peu pour ça que hier ça a continué à baisser, parce qu'on doit digérer ce risque de hausse des taux. Si on regarde les graphiques aujourd'hui, eh bien, on voit que le S&P 500 a cassé à la hausse et que pour l'instant, il fait un retest de la cassure. Donc, c'est plutôt encore encourageant. Il y a encore des signes comme quoi ça tient. C'est pas non plus une panique totale. Malgré tous les appels au calme, malgré tous les appels au attention, on est beaucoup trop cher. Il y a encore, pour l'instant, en tout cas, un soutien technique de ce point de vue-là. Donc, ça, c'est plutôt rassurant. Mais encore une fois, on sait pas trop ce qui va se passer. Alors, si vous regardez un petit peu sur Twitter, vous entendez tout et n'importe quoi. Il y a des appels au crash qui viennent toutes les 5 minutes. Il y a même, je crois, ChatGPT qui a réussi à nous prédire indirectement qu'il y aurait un crash potentiellement, peut-être, éventuellement, mais c'est pas sûr, à partir du 15 février. Donc si maintenant l'intelligence artificielle nous prévient des crashs, eh bien, on est sauvé, en tous les cas, pour l'instant. L'événement macro majeur qui va arriver dans quelques jours, il s'agit de l'IPC américaine, donc l'inflation aux États-Unis. Ça sera disponible mardi 14 février à 14h30 heure française. Donc ça, c'est clairement un catalyseur de marché qui peut entraîner beaucoup de volatilité. Pour que ça soit positif pour nous, pour les actifs risqués, il faut que l'inflation diminue. Clairement, si on a une inflation qui repart à la hausse, là, je pense qu'on aura une réaction très négative des actifs risqués. Donc voilà, ça c'est vraiment l'événement majeur à retenir pour mardi. Tout à l'heure, on m'a posé la question, est-ce qu'on a terminé la downtrend? Non, la tendance baissière est toujours en cours. On a toujours des bas, de plus en plus bas, des hauts, de plus en plus hauts. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin qu'ils reviennent péter ce top, au moins pour commencer une nouvelle structure. On n'oublie pas que nous avons cette pattern structurelle qui se situe toujours comme ça, les highs, ici, ne sont pas break. Donc tant qu'on ne casse pas ce top-là, bon, en l'occurrence, on n'inverse pas. Il faut bien le prendre en considération. Nous sommes, oui, dans une accélération haussière. Ça a fait du bien. Nous sommes repassés au-dessus de FTX. Néanmoins, nous sommes toujours dans une pattern baissière. Il faut bien le prendre en considération dans les biais que l'on a. Alors, rapidement sur Ichimoku, nous avons des petites choses où c'est pas forcément positif, hein. Là-dessus, on a bien break, on est en train d'être repoussé ici. Néanmoins, le Kumo est pas si loin que ça, donc je pense que quand on regarde un petit peu la convergence que l'on peut avoir par rapport aux différents éléments, on a bien ici un order block qui se situe. On va avoir certainement un break réel, donc on aura cassé la Kijun plus la Tenkan, donc ce qui est plutôt pas forcément positif. La lagging span va se retrouver certainement bloquée ici en cette zone-là, qui pourrait correspondre justement au Kumo, donc on aurait l'order block plus justement la mise en place de ces éléments sur Ichimoku. Et si on regarde d'ailleurs rapidement les retracements de Fibonacci, vous allez voir que je pense qu'on va avoir une cohérence qui va se mettre en place. Bon, voilà, on a bien un niveau 382, donc de retracement, niveau qui serait assez faible, mais qui permettrait de reprendre suffisamment de force pour pouvoir repartir. On irait retester donc les 21 000, niveau très important, qui correspond justement au retest effectif de la zone avant FTX. Donc, on a quand même un appel de prix qui est assez fort dessus et qui correspondrait aussi au fait de combler cette imbalance qui est présente déjà depuis un certain temps.
Deuxième partie de la vidéo, la partie gaming, on a la carte la plus chère sur Sora NBA qui a jamais été vendue. Donc c'est la carte de Giannis Antetokounmpo qui a été vendue pour 187 000 $. Incroyable. De toute façon, Sora, peu importe Sora Foot, Sora NBA, Sora Ping Pong, on s'en fiche. Sora, c'est une dinguerie. Franchement, c'est trop bien. Bien sûr, NFA Duor, bien sûr. Hein. Ensuite, l'actualité suivante, elle concerne Dead Drop, qui est le jeu de Dr. Disrespect, qui est un des plus gros streamers américains. Et donc, si vous le saviez pas, il développe un jeu, c'est un FPS. Comment on appelle ça déjà ? C'est un style de FPS, c'est où en gros on doit récolter des ressources, remplir des petites missions, etc. sur une map contre des IA, mais aussi contre d'autres joueurs. Et le but, c'est de s'extraire ensuite, comme Escape from Tarkov. On doit s'extraire ensuite de la zone avec tout le loot qu'on a récupéré et tout. C'est un jeu NFT. Et là, il passe la seconde, puisque dans ce clip, là, c'est Dr. Disrespect, qui explique que les cycles de développement désormais vont être plus longs, puisque jusqu'à maintenant, il faisait des cycles de développement de 6 semaines. Et toutes les 6 semaines, en fait, il y avait une nouvelle version du jeu qui sortait, et il prenait les retours des joueurs qui testaient ces versions pour faire avancer le développement du jeu. Là, ils ont dit que maintenant, il y aurait, chaque changement du jeu, ce sera des plus gros changements avec des plus gros ajouts, parce que là, pendant toute la première année, ils ont posé les bases, et là, maintenant, ils vont accélérer le changement, le développement du jeu sur des aspects beaucoup plus massifs, et donc, les cycles de développement vont passer sur du 3 mois, donc il y aura une nouvelle version du jeu tous les 3 mois, et pour l'instant, c'est réservé aux possesseurs de pass, je sais plus trop comment ils appellent leur pass, quoi. Donc, pas tout le monde peut y jouer, mais à terme, le jeu sera un free-to-play quand il sortira. Mais si jamais le projet vous intéresse, vous pouvez voir combien coûte un pass pour y jouer et tout, pour suivre le projet. Puisqu'en vrai, il a l'air assez cool. Et Dr. Disrespect, c'est un très très gros joueur de FPS. Donc il y a moyen qu'avec son équipe, ils arrivent potentiellement à faire un bon truc. Puisqu'il s'est apparemment bien entouré aussi de vétérans qui ont bossé sur des licences comme Call of Duty, etc. Donc il y a moyen que quelque chose de très bon ressorte de tout ça. Et pour finir aussi sur le sujet NFT, les NFT sur le Bitcoin, ça continue d'augmenter. Il y a plus de 11 000 NFT qui ont été mintés sur le Bitcoin. Vous en avez parlé au tout début avec ma vidéo sur la renaissance du Bitcoin. Vous la retrouverez ici, c'était il y a plus d'une semaine. Ici il y a 10 jours, et en fait ça continue de bien marcher les NFT sur le Bitcoin. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a vraiment, moi honnêtement là en ce moment j'y crois. Je pense qu'il va se passer des choses, qu'il y aura un marché qui va rester. Et ce qui pourrait permettre de résoudre la problématique du Bitcoin, c'est quoi faire en fait quand il y aura plus de minage du Bitcoin, comment faire pour avoir des frais de transaction assez élevés pour que les mineurs soient récompensés. Et avoir d'une activité autour des NFT, c'est quelque chose qui peut aider. Ça va créer une activité constante avec des transactions qui vont être envoyées pour payer, vendre, acheter, etc. les NFT. C'est quand même non négligeable et ça va rajouter aux transactions financières qui, il faut pas se mentir, ça a peu de chances quand même d'être adopté de manière massive. Les transactions, par exemple pour payer un café avec du Bitcoin, ça arrivera pas, ça arrivera avec les solutions de niveau 2, les Lightning Network, etc. Mais bon, moi je pense qu'il faut prendre ça comme une bonne nouvelle et je comprends pas pourquoi il y a autant de Bitcoin maximalistes qui sont contre. Le marché NFT en janvier de cette année a considérablement rebondi dans une augmentation de 40% par rapport au mois précédent. Rapport d'APRA, des rapports on en a mes amis, on en a écoutez, le marché NFT a explosé. Quand tout remonte, de toute façon, vous inquiétez pas avec ça, quand tout remonte. Donc là, justement, c'est au moment où vous devez étudier un peu tout ce que vous avez et voir les choses qui ne vont pas bouger. Il y a des choses qui ne bougeront pas, qui seront restées un peu en arrière et qui vont tendance à descendre. Et là, il va falloir prendre grande méfiance, exactement. Allez, on avance. Les amis, Coinbase en plein naufrage, Coinbase NFT, calmez-vous. Apparemment, le service Creator Drops est mis en pause et autant vous dire que les NFT, il y a beaucoup moins d'intérêt en ce moment. L'hiver crypto fait encore plus mal aux NFT et ça se ressent très fort, même sur et pour Coinbase, quoi. Donc voilà, ils ont fait un petit thread pour expliquer sur Twitter, pas très surprenant, même si quand même c'est Coinbase. Ça pique toujours un petit peu de se dire que c'est Coinbase qui est dans une phase où il licencie des gens. Personnellement, donc j'ai un profil Lens, mais c'est pas un réflexe d'aller dessus. Je ne sais pas si ça le deviendra, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Ouais. Donc ça c'est quelque chose que moi je remarque. En tout cas, je pense qu'il y a des opportunités
Parce qu'on reparle de la monétisation de contenu pour certains... Ça, ouais, qu'il y a un layer Web3 à mettre dans les réseaux sociaux, la création de contenu, je suis tout à fait d'accord. Mais pour moi, il ne faut pas essayer de réinventer ce qu'on a déjà en place. Ouais. Il pourrait s'impliquer sur Twitch ou des choses comme ça. J'ai l'impression d'être un boomer quand je dis ça, parce que je me dis... il ne faut pas essayer de réinventer ce qui marche déjà. Tu vois, mais en réalité, c'est vrai que c'est quand même ça aussi. C'est qu'on essaie de faire des choses et on essaie de mettre la blockchain juste pour mettre la blockchain, qui n'apporte rien de plus. Donc je pense qu'il y a des fonctionnalités à trouver avec des cryptos, avec des NFT, etc. sur ces réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, personnellement, je ne suis pas tant investi que ça par cette idée. Je ne suis pas forcément 100% dedans. Un cas d'usage qui pourrait être marrant, par exemple, c'est un streamer qui aurait une communauté de quelques milliers de personnes, pas plus, qui ferait une sorte d'open edition sur sa commu, tu vois, qui token gaterait son contenu à des gens qui sont sa commu. Les mecs vont payer, tu vois, $1 par NFT. Il y en a eu, sur une communauté de 10 000, il y en a eu 100 000 mintés, par exemple. Et ça permettrait de rétribuer les gens qui sont tes early followers et tes early adopters de ton contenu. Une fois que tu commences à grandir, à toucher une audience plus large, les gens qui ont ton token, c'est tes early adopters, et eux vont finalement revendre ça peut-être un peu plus cher qu'ils l'ont acheté, et ça leur permet d'être rétribués pour leur soutien. Mais pour moi, ça ne pourrait exister que si ça reste le mec resté sur Twitch et continuer à opérer sur des plateformes plus grandes, et utiliserait ça comme une layer supplémentaire, comme du freemium, en fait, d'une certaine manière. Pour moi, là, il y a des cas d'application, mais ça nécessite pas une infrastructure différée et unique et machin, puisque quels que soient les trucs qui vont se développer, ils n'ont pas les mêmes moyens qu'une GAFA, ils n'ont pas les mêmes moyens que Twitch, que Instagram, que Meta, et donc ils vont toujours être à la ramasse par rapport à ces trucs-là, et je pense pas que la layer Web3 soit suffisant pour développer ça. De toute façon, on est dans le challenge de l'adoption, et on ramène encore des trucs à des exclusivités, etc., alors que c'est pas là où il faut aller. Je pense que le challenge, c'est essayer de ramener ça un peu plus dans le Web 2 que... Aujourd'hui, on parle toujours de ramener le Web 2 dans le Web 3, mais je pense qu'il serait bien de ramener un peu le Web 3 dans le Web 2 aussi. Totalement, je suis totalement d'accord avec ça. J'aimerais qu'on parle de Google Bard, qui est le concurrent de ChatGPT, qui vient tout juste d'arriver sur le marché. On a Microsoft avec Bing, qui vient d'arriver sur le marché. Et là, vous voyez, la guerre est lancée. Vraiment, l'intelligence artificielle, c'est là pour rester, pour exploser. Parce que rappelez-vous que ces technologies-là accélèrent. Plus un modèle apprend, plus il va apprendre vite. Comme j'avais dit dans ma vidéo de l'intelligence artificielle, avant, ça pouvait prendre des semaines pour un logiciel d'IA pour apprendre c'est quoi la lettre A. Et maintenant, ça se fait en une fraction de seconde. Donc, ça va accélérer ces technologies-là et on voit que tous les géants embarquent dans le bateau. Et là, qu'est-ce qui est génial? C'est que vous comprenez, il y a certaines crypto-monnaies qu'habituellement, il faut qu'on leur trouve une utilité à leur token. Il faut qu'on trouve une utilité à une blockchain. Mais avec l'intelligence artificielle, c'est clair, l'utilité est déjà là. Et même, on n'a même pas encore compris à quel point ça va être utile. Ça dépasse encore notre imagination. Même le CEO de OpenAI, Sam Altman, nous a dit que si vous pensez que vous comprenez c'est quoi l'intelligence artificielle, mais c'est que vous avez rien compris. Puis ce gars-là il est à des années-lumière de moi et de la population en général, parce que c'est lui qui a créé ChatGPT. Puis s'il a créé ChatGPT, ça veut dire qu'il fait des années qu'il a compris ça allait être quoi ChatGPT, donc ses prochains projets sont à des années-lumière de notre compréhension. Donc nous, on doit être des élèves de l'intelligence artificielle et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'en vient. Si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.